Donc, d'abord, je me présente, je m'appelle Catalina Betancourt, je suis médecin, chercheur à l'INSERM. Je travaille dans un laboratoire qui s'appelle Physiopathologie des maladies du système nerveux central et à l'université Paris 6, Jussieu à Paris. Et je travaille sur la génétique de l'autisme et c'est comme ça que je suis arrivée à m'intéresser au syndrome de Phelan-McDermid et au gène SHAM3. Parce que comme on va voir tout à l'heure, il y a beaucoup de maladies génétiques différentes qui peuvent être la cause de l'autisme et ce syndrome de Phelan-McDermid est une des causes possibles de l'autisme. J'ai beaucoup d'informations à vous donner. Je pense que ça va être peut-être trop. Et donc, c'est aussi à vous de... Je vais essayer d'aller doucement, de vous expliquer les termes et tout ça. Mais n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Et j'ai préparé en fait 4 présentations parce que j'ai 1 heure maintenant et 1 heure après les déjeuner. Et donc, je voudrais les diviser en 4. Et je fais une, on fait des questions, après on fait l'autre. Mais si maintenant que je suis en train de parler, vous avez des questions, vous ne comprenez pas un mot ou quelque chose, vous m'arrêtez parce qu'on est ici, je veux vous transmettre des messages, je veux que vous compreniez de quoi je parle. Si je parle comme ça, vous ne comprenez pas, c'est pas la peine. Donc, dans cette première présentation, je vais vous parler, et c'est une présentation un peu générale, dans laquelle je vais discuter les aspects cliniques et génétiques du syndrome. Donc, le syndrome de Phelan-McDermid a seulement 2 manifestations constantes qui sont présentes à différents degrés chez tous les patients, qui sont un retard de développement ou une déficience intellectuelle, et un retard ou une absence de langage. Et c'est ça qu'on croyait qui était présent chez tous les patients atteints de Phelan-McDermid. Et pourquoi je mets constant entre guillemets, c'est parce qu'il y a 1 ou 2 ans, on a appris, avec beaucoup de surprises, qu'il y avait des patients qui avaient des syndromes de Phelan-McDermid qui avaient un langage fonctionnel. Et ça, on ne s'attendait pas parce que tous les patients qu'on connaissait avaient très peu de langage, disaient quelques mots à peine, quelques phrases limitées, mais étaient considérés, ils sont comme non-verbal. Et on a appris qu'il y avait certains patients qui avaient un niveau de langage assez bon. Et ça, c'était une surprise pour nous. Et on ne comprend pas pourquoi il y a certains qui ont un niveau de langage fonctionnel et d'autres qui n'ont pas du tout. Mais et en ce qui concerne les retards mentaux ou déficiences intellectuelles, comme on dit maintenant, tous les patients qu'on connaît jusqu'aujourd'hui ont une déficience intellectuelle. La plupart, c'est assez sévère, mais il y en a d'autres qui ce n'est pas si sévère que ça. Là aussi, c'est très variable. Et donc, même vous voyez que les 2 seules manifestations constantes sont déjà très variables. Et après, il y a d'autres manifestations qui sont fréquentes, qui sont une hypotonie néonatale. Donc, l'hypotonie, c'est un manque de tonus musculaire. Ça se manifeste surtout chez les bébés. Quand ils naissent, c'est comme les parents les décrivent comme une poupée. Un chiffon, exactement. Une poupée, un chiffon. Ou plus tard, ça peut se manifester comme un retard pour apprendre à marcher. Et ce n'est pas qu'il c'est un problème moteur, mais c'est juste qu'il manque de tonus musculaire. Voilà, par exemple, l'effet qu'il y a de la salive qui tombe de la bouche avec la bouche ouverte, c'est aussi une manifestation d'hypotonie. Parfois, les manques d'articulation, c'est aussi une manifestation des manques des tonus musculaires. Ça peut se manifester de différentes façons. Pendant la période néonatale, c'est aussi les difficultés pour se nourrir, pour prendre le sang ou les biberons. C'est aussi une manifestation des manques de tonus musculaires. On trouve très fréquemment un autisme ou des comportements de type autistique, et ça on le vit depuis longtemps, mais personne ne l'avait étudié vraiment de façon stricte. Et là je vais vous parler plus tard d'une étude qui a été faite aux États-Unis, où ils ont analysé une cohorte d'enfants avec Phelan-McDermid et ils ont montré qu'il y a 80% qui
remplissent les critères de l'autisme. Et donc, ce n'était pas une impression clinique, c'est bien ces enfants très fréquemment, ils sont en autisme associé. Donc, c'est très important de les savoir parce que ça veut dire que tous les enfants qui ont un diagnostic de Phelan-McDermid doivent avoir une évaluation pour savoir si oui ou non ils sont autistes. Et s'ils sont autistes, ils doivent avoir une prise en charge adaptée. On trouve aussi de façon assez fréquente des altérations des habiletés motrices. Ça peut être de la motricité grossière, c'est-à-dire pour marcher, la coordination des bras, des jambes, mais ça peut être aussi la motricité fine pour écrire, pour prendre un crayon, pour faire les lacets, et tous ces types de choses, des problèmes sont assez fréquents. Et il y a un nombre non négligeable des patients qui n'arrivent pas à marcher et qui doivent utiliser soit des attelles, soit des fauteuils roulants. Et on trouve des traits dysmorphiques mineurs. Donc, ce qu'on appelle des traits dysmorphiques, ce sont des petites malformations du visage. Et mineures, c'est parce que la plupart de ces enfants ont une tête qui semble normale. On ne peut pas les différencier d'autres. Et il y en a d'autres qui ont une tête, on dit, c'est une tête un peu particulière, avec des traits et particuliers. Mais en général, les traits dysmorphiques qu'on trouve, et le plus souvent, sont des grandes oreilles prominentes, un peu décollées, mal formées, mais ce n'est pas très très mal formé, juste des petites choses que les spécialistes trouvent particulières dans les oreilles. On trouve souvent les cils longs, c'est même une chose jolie, mais c'est particulier parce que ces enfants, ils sont souvent ça. Et une chose très particulière de ces syndromes, c'est qu'ils sont des ongles des pieds, parfois même des mains, qu'on appelle dysplasiques. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc ce sont des ongles, ici j'ai une image, et donc ce sont des ongles qui sont, comment on dit, un peu écaillés, qui sont des gilets fragiles, voilà, qui se cassent, pas très bien formés, et c'est assez particulier parce que comme tout ce que je viens de vous dire, les retards du développement, les retards du langage, les traits autistiques, l'hypotonie et l'altération des habiletés motrices, ce sont des caractéristiques qu'on peut trouver dans des milliers de syndromes génétiques différents. C'est absolument pas spécifique des syndromes de Phelan-McDermid. Il y a beaucoup de problèmes génétiques qui se manifestent comme ça. Par contre, les ongles dysplasiques, ce n'est pas que c'est le seul syndrome au monde qui a ça, mais c'est quand même assez particulier. Il n'y a pas beaucoup qui ont ça. Donc, je vous dis, plus souvent dans les pieds, mais certains patients l'ont aussi dans les mains. Et on trouve assez souvent une diminution de la sensibilité à la douleur. J'imagine que certains d'entre vous ont remarqué ça. On trouve aussi une diminution de la sudation, et donc ça fait que ces enfants régulent mal la température, et donc il faut faire attention quand on les expose au soleil. Et les troubles du sommeil sont assez fréquents, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont souffert. Et ils présentent souvent une mastication excessive, c'est-à-dire qu'ils portent souvent des objets à la bouche, ils veulent toujours les mâcher. Et parmi d'autres manifestations moins fréquentes, on retrouve une épilepsie, à peu près chez un quart des patients. On retrouve également des anomalies rénales, aussi chez un quart des patients, des anomalies cérébrales. On va voir plus en détail après quel type d'anomalies cérébrales, ainsi que des anomalies de malformations congénitales du cœur, peut-être chez 10-15%. C'est-à-dire que, et aussi les reflux gastro-œsophagiens, c'est très fréquent. Et ça, c'est une chose importante à savoir, parce que comme beaucoup de ces enfants ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas dire « j'ai l'acide qui monte, ça me fait mal et demander de l'aide ». Et donc, quand ils ont ces douleurs, que parfois ça peut faire très mal, et comme ils ne peuvent pas s'exprimer, ça se manifeste avec des troubles du comportement. Et ce sont des enfants qui ont des détériorations du comportement, ils crient, ils deviennent comme fous, courent, et après on découvre que les pauvres avaient un reflux gastro-œsophagien, que les gens ont mis du temps à diagnostiquer. Et donc vous, en tant que parents, vous devez être conscient de ces complications, parce que c'est vous qui devrez avertir les médecins qui souvent connaissent rien sur les symptômes pour dire attention, les reflux gastro-œsophagiens c'est très fréquent chez ces patients. Et il faut les suspecter et les traiter, ça c'est très facilement avec une pilule qu'on prend une fois par jour, 2 fois par jour. Et ils répondent assez bien, mais il faut
appelle non spécifique. Non spécifique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, ni dans l'aspect physique des patients, ni dans leur comportement, qui va permettre à un médecin de les regarder, les examiner et dire ces patients ont un syndrome de Phelan-McDermid. Ça s'appellerait un diagnostic clinique, et ce diagnostic n'est pas possible avec ces syndromes. Donc le diagnostic est nécessairement moléculaire. Il faut avoir démontré qu'il y a une délétion du chromosome 22 ou montrer qu'il y a une mutation des champs 3 pour pouvoir faire le diagnostic de syndrome de Phelan-McDermid. Comme je vous ai dit, il y a une présentation syndromique et non syndromique. Une présentation syndromique, c'est un enfant qui a une tête un peu bizarre, particulière, ou qui a par exemple des malformations cardiaques, des malformations rénales, qui a des malformations des hanches, des jambes, voilà, ça s'appelle syndromique. Alors que non syndromique, c'est un enfant qui physiquement a un aspect normal. Ça s'appelle une présentation non syndromique. Et donc il y a les deux. Et souvent, on va voir les présentations syndromiques, c'est-à-dire avec complications physiques, sont retrouvées plus fréquemment chez les patients qui ont des grandes lésions. Ça veut dire qu'ils ont perdu plus de gènes que les autres. On va revenir à ça. On retrouve une fréquence similaire chez les garçons et les filles. Et ça, c'est très intéressant parce que je vous ai dit que c'est un syndrome qui est très fortement associé à l'autisme. Et on sait que l'autisme est beaucoup plus fréquent chez les garçons que les filles. Il y a 4 fois plus de garçons que les filles parmi les autistes. Or, quand on regarde les causes spécifiques de l'autisme pour le syndrome de Phelan-McDermid, on voit qu'il y a autant de filles que de garçons. Okay? Quelle est la fréquence de ces syndromes? Donc la prévalence, elle est inconnue. Et il n'y a jamais eu une grosse étude d'une population pour dire, on étudie tous les patients et on dit combien et un syndrome de Phelan-McDermid. Donc on connaît juste des études isolées, des cas petits, et donc on ne peut pas savoir, mais on a 2 études qui peuvent nous donner une idée. Il y a une première étude qui a poulé les résultats de beaucoup de laboratoires et cliniques qui faisaient des diagnostics pour des enfants avec des déficiences intellectuelles ou autisme, et ils ont trouvé 28 cas de délétion parmi plus de 17 000 patients. Donc ça nous fait une fréquence de 0,16%. Vous voyez que c'est rare, mais ce n'est pas si rare que ça, parce que toutes les causes de la déficience intellectuelle sont très très rares. Donc dire qu'il y a une cause qui explique 0,1% des cas, ce n'est pas si rare que ça. Okay? Et plus récemment, il y a une autre étude qui a étudié aussi une cohorte de plus de 15 000 patients et a trouvé une fréquence de 0,28, c'est-à-dire 3 patients pour 1000. C'est que là encore, c'est pas si rare que ça. Bon. Et donc là, on revient. Quelle est la cause de ces syndromes? Et donc on va voir qu'il y a 2 causes possibles, soit la lésion du chromosome 22, soit les mutations des champs 3. Donc d'abord les délétions du chromosome 22. Et est-ce qu'il y a quelque chose pour signaler? J'aurais dû la donner, mais c'est pas grave. Ouais, je sais pas. Ah bon, peut-être je peux... C'est votre flèche. Ah bon? Non, je crois que c'est les montres ici avec la souris. Oh, génial. Merci. Et donc, pour vous expliquer le dessin que je vais vous montrer, ça c'est la représentation d'un chromosome 22. Et vous voyez qu'ici, dans la partie terminale du chromosome, ici, elle est représentée en plus grande. Et donc, les syndromes de délétion 22, il y a cette partie qui est perdue, et la taille de la délétion peut varier d'un enfant à l'autre. Et donc, ici, chaque ligne représente la délétion d'un enfant. Et donc, ça veut dire que cet enfant a une délétion beaucoup plus grande, et lui moins grande, jusqu'à des enfants qui ont des délétions toutes petites. OK? Et donc, vous voyez que les délétions soient grandes ou que les délétions soient petites, toutes incluent les gènes SHAM3. On va revenir tout à l'heure. Et donc, quelles sont les causes? On peut trouver soit des délétions terminales simples, donc
une délétion terminale, ça s'appelle terminale parce que ça implique la fin du chromosome 22, et simple, c'est-à-dire qu'il y a une délétion et aucune autre anomalie associée. Okay? Et la plupart des cas sont des délétions terminales simples, c'est tous les cas noirs ici. Mais il y a certains enfants qui ont une anomalie chromosomique déséquilibrée, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la délétion, et cette délétion elle va être associée à une anomalie chromosomique. Et ces anomalies chromosomiques peuvent être une translocation, un chromosome analo ou une inversion. Et je peux vous montrer des images pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire ces anomalies chromosomiques. Ou on peut trouver encore un autre type de délétion qui s'appelle la délétion interstitielle. On va revenir, mais ce sont des délétions qui ne s'étendent pas jusqu'au bout du chromosome, mais qui sont plus ici et au milieu. Je vais vous montrer cette image. 80% de ces délétions sont de nouveau, c'est-à-dire que la délétion est apparue spontanément chez l'enfant et qu'aucun des parents n'est porteur. Okay? Ça, c'est très important. 80%. Et ça veut dire qu'il y a 20% des cas, ça veut dire un cas sur 5, c'est-à-dire beaucoup, dont la délétion chez l'enfant est apparue parce qu'un des parents était porteur d'une anomalie chromosomique. Ça, c'est très très important à comprendre. C'est-à-dire que les parents ne vont pas avoir la délétion, parce que s'ils savaient la délétion, ils seraient profondément atteints et ils ne sauraient plus ni se marier, ni avoir des enfants. Donc, ils ont une anomalie chromosomique qui s'appelle l'anomalie chromosomique équilibrée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ni de perte, ni de gain des gènes, mais il y a cette anomalie, on va revenir tout à l'heure, et quand ils transmettent l'anomalie au moment de la conception, il va avoir un déséquilibre, c'est-à-dire une perte ou un gain des gènes, et la délétion va apparaître. Donc, en termes pratiques, qu'est-ce que ça veut dire? Que quand on fait un diagnostic d'une délétion 22/13 chez un enfant, il faut toujours étudier les deux parents pour voir si il n'y a pas un des deux qui est porteur d'une anomalie chromosomique qui a pu favoriser la délétion. Et pourquoi c'est si important? Parce que si l'enfant a une délétion, on étudie les parents et on trouve que la délétion est de nouveau, que les parents n'ont pas d'anomalie chromosomique. On peut leur dire, vous pouvez avoir un deuxième enfant tranquillement. Votre risque d'avoir un deuxième enfant natant est négligeable parce qu'il s'agit d'un syndrome très très rare et donc vous n'avez pas un risque élevé par rapport à la population générale. Par contre, s'il y a un des parents porteur d'une translocation, on doit lui dire, vous avez un risque très élevé d'avoir un deuxième enfant natant. Et dans ces cas, on peut leur dire, on peut vous proposer un diagnostic prénatal et un conseil génétique. Donc c'est très important de dire, souvent maintenant les médecins les proposent, mais sinon les parents doivent dire, nous on veut tester, on veut savoir si on est porteur, et il faut savoir que cette étude des parents concerne non seulement les parents, mais peut concerner aussi d'autres membres de la famille un peu plus éloignés. C'est-à-dire que par exemple la mère, elle est porteuse d'une translocation, et peut-être sa sœur aussi, elle est porteuse. Et donc la mère dit, moi, ça m'est égal puisque je ne veux pas avoir d'autres enfants. Et peut-être sa sœur ou son frère, eux, ils veulent avoir des enfants et ils portent la translocation. Et eux, ils seraient très contents de savoir qu'ils sont à risque d'élever d'avoir un enfant. Donc il y a déjà eu des histoires, des familles qui savaient qu'ils portaient la translocation, qui n'ont pas voulu parler, parfois il y a des parents comme ça, c'est les familles qui ne parlent pas, qui n'ont pas dit à l'autre membre de la famille qu'ils étaient porteurs de la translocation, les autres membres de la famille donc ne se sont pas fait tester, ont eu des enfants natants, et quand ils ont découvert que tout ça aurait pu être prévenu, je peux vous dire, des problèmes, donc des relations familiales, déjà c'est pas facile. Bon. Donc, comme on va ici représenter sur ce schéma, la taille des lésions est associée au syndrome de Phelan-McDermid, il est très très variable, avec des très grandes lésions et des très petites. Et les diagnostics peuvent être faits de différentes façons et avec des techniques qui ont évolué au cours du temps. Donc, au début, on utilisait les karyotypes, donc on regarde les chromosomes avec les microscopes. C'était une technique très peu résolutive et on voyait que les lésions très très grandes. Donc c'est pour ça que la plupart d'entre vous, quand
vos enfants ont eu un cariotype, vous savez, le cariotype est normal. Parce que si la délétion était petite, on ne peut pas l'avoir avec un cariotype. Après, il y a une autre technique qui s'appelle les fiches, qui permettait de regarder plus précisément la région terminale du 22 plus 11, et 22 plus 13, pardon, et là, on a fait quelques diagnostics en plus, mais on ratait d'autres. Et après sont apparus les micropuces ou l'arrêt CGH, que c'est une technique super, très résolutive, qui permet d'étudier tous les génomes en même temps et qui nous permet de déterminer avec beaucoup de précision quelle est la taille de la délétion. Okay? Et donc c'est maintenant la technique du choix. Et on ne doit plus aujourd'hui diagnostiquer des délétions ni avec cariotype, ni avec fiche. Et même si jamais il y a un enfant qui a été diagnostiqué avec fiche, la seule chose qui nous dit la fiche, c'est l'enfant il a une délétion. Mais on ne peut pas savoir la taille de la délétion. Et donc, après c'est une fiche, on veut toujours faire les micropuces pour savoir quelle est la taille de la délétion. Et donc c'est là où j'ai dit que je vais vous présenter quelques diapositives pour vous expliquer un peu ces termes que je suis en train d'utiliser. Parce que c'est les termes qui sont à la base du syndrome de vos enfants, donc c'est important de les connaître. Et donc, les chromosomes, on a tous, dans toutes les cellules de notre corps, 23 paires de chromosomes. Donc il y a 22 paires qui s'appellent les chromosomes autosomiques, et donc, ou les chromosomes non sexuels. Et donc, vous voyez ici les chromosomes organisés par paires et numérotés de 1 à 22. Et vous voyez qu'ils sont numérotés par taille. Donc, les 1 les plus grands et la paire 22 la plus petite. Et en plus, on a tous une paire des chromosomes sexuels. Et donc, pour les femmes, on va avoir 2 chromosomes X. Et si on est un homme, on va avoir un chromosome X et un chromosome Y. Et donc, les problèmes de vos enfants se trouvent dans ça des chromosomes 22. Je suis en train de dépenser la batterie. C'est pas grave. C'est pas grave. Et donc, se trouve dans les chromosomes 22. Et donc, ici, on voit plus en détail. Donc, on voit une cellule. À l'intérieur de la cellule, il y a les noyaux. Et à l'intérieur du noyau, il y a les chromosomes. Et ici, vous voyez un chromosome, plus en détail. Et vous voyez que tous les chromosomes ont un bras court qui s'appelle les bras P. Et P pour petit en français. Et après les bras longs, qui est les bras en bas, qui s'appellent les bras Q. Les bouts des chromosomes s'appellent télomères et les milieux des chromosomes s'appellent centromères. Et donc ces termes sont importants parce que maintenant vous comprenez que quand on dit chromosome 22, vous savez qu'on parle de la paire 22 ici. Et quand on dit Q, vous savez qu'on parle du bras long. Et quand on dit que c'est une délétion télomérique, que c'est synonyme de terminale, vous savez qu'on est en train de parler de cette petite partie ici au bout. Et donc, les chromosomes sont composés d'ADN. Et l'ADN, ou l'acide désoxyribonucléique, contient toutes les informations pour fabriquer les protéines du corps. Okay? Tous les corps, tous les dents, les yeux, les cheveux, la peau est composé de protéines. Okay? Et les codes, les instructions pour ces protéines sont contenues dans les gènes. Et ces gènes sont contenus dans l'ADN. Et donc vous voyez ici, il y a donc les chromosomes. Et quand on déroule ces chromosomes, on voit qu'il y a l'ADN. Et dans cet ADN, il y a les gènes. Et chaque gène contient les instructions pour fabriquer une protéine. Et l'ensemble de ces protéines va former les corps, les cerveaux et tout ça. Et cet ADN est composé par nucléotides. Vous voyez, les nucléotides, ce sont ces petites lettres. Il n'y a que 4 lettres, A, T, G, A. Non, A, T, G, C, pardon.
quatre lettres. Et juste avec ces 4 lettres, on arrive à faire tous les codes génétiques pour toutes les protéines. Donc vous pouvez imaginer que quand il y a un problème dans l'ADN, c'est comme si on avait eu un problème dans les instructions pour produire la protéine, et donc il va y avoir des manifestations de la maladie. Okay? Et dans les cas du syndrome de Phelan-McDermid, il y a des manifestations systémiques du corps, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les problèmes qu'il y a au niveau du cerveau. Okay? Donc, si on compare l'ensemble du génome, c'est-à-dire toute l'information génétique, on peut la comparer comme un livre. Les chromosomes seraient des chapitres, c'est comme un livre qui a 22 chapitres. À l'intérieur de ces chapitres, il y a des phrases. On peut comparer les phrases avec des gènes. Et les phrases sont composées de lettres. Les gènes est composé de nucléotides. Okay? Et donc, quand on dit qu'un enfant a une délétion 22 ou 13, c'est comme s'il y avait pas un chapitre entier, parce qu'un chapitre c'est fait comme les chromosomes 22, mais disons qu'il y a beaucoup de phrases qui ont été perdues, effacées. Okay? Mais parfois, comme dans le cas de votre fille, ce n'est pas une phrase, mais c'est une lettre. Je pense qu'avec la mutation des champs 3, c'est pas une phrase ou plusieurs phrases, c'est juste une lettre d'un gène très très important qui a été altéré et du coup la protéine n'est pas bien produite et on va voir apparaître des problèmes. Okay? Bon. Et cette diapositive est pour vous illustrer les anomalies chromosomiques dont j'ai vous parlé tout à l'heure. Et donc d'abord bien sûr la délétion. Et donc vous voyez ici dans une délétion, ça c'est un chromosome normal, il y a 2 points de cassure. Cette partie est perdue et après on a un chromosome dans lequel il manque toute cette partie. Et cette partie, donc c'est un gros morceau d'ADN dans lequel il y avait beaucoup de gènes qui ont été perdus. Okay? Et il y a, je vous disais, 2 types de délétions. Ici, vous voyez représenter une délétion terminale. Il y a une seule cassure au bout. Et donc ces petits bouts du chromosome, que je vous rappelle, s'appellent les télomères, va être perdu. Et donc, la plupart d'enfants avec les syndromes de Phelan-McDermid vont avoir une délétion de ce type. Okay? Vont avoir une délétion comme ça. Mais plus rarement, on va avoir une délétion qu'on appelle interstitielle. Et donc, vous voyez, la délétion interstitielle, il y a 2 points de cassure et on perd ces petits morceaux. Donc, ici aussi, ça serait une délétion interstitielle. Mais pour que ce soit associé à Phelan-McDermid, il faut que ce soit ici, vers ici. Okay? Ça, c'est une délétion. L'anomalie contraire à une délétion, c'est une duplication. Au lieu d'avoir une perte de matériel génétique, on va avoir un matériel génétique qui est en copie double. Et donc, vous voyez ici cette région qui est rose et verte. Ici, au lieu de se retrouver en une seule copie, elle se retrouve en 2 copies. Et quand on a manque de matériel génétique, c'est pas bon, mais quand on a excès, c'est pas bon non plus. Et donc, Phelan-McDermid est associé à une délétion dans le Q13, mais on connaît aussi des duplications dans le Q13, ils sont beaucoup plus rares, et ces enfants aussi ont des problèmes. Voilà. C'est ça dont je peux parler, c'est la translocation. Et je vous disais qu'il y a 20% des parents qui sont porteurs de translocation. Donc ça, c'est important de les comprendre. Je vais me mettre ici. Et donc, on a 2 chromosomes, n'importe lesquels. Ils sont un, c'est les 22 dans notre cas, et l'autre, ça peut être n'importe quel chromosome. Okay? Et il y a un point de cassure ici, un point de cassure ici, et vous voyez, celui-là, il vient ici, celui-là ici. Et donc, ça s'appelle une translocation équilibrée. Il n'y a pas de perte ni de gains de matériel génétique. C'est juste que ces 2 bouts de chromosomes ont été échangés. Et donc, les translocations équilibrées peuvent être retrouvées chez les personnes saines. Et donc, ça serait des parents qui sont sains, qui ont une translocation équilibrée. Ça peut être transmis des parents à un enfant équilibré
équilibré, il peut y avoir des familles où il y a 10 personnes qui ont la même translocation équilibrée, ils sont tous normaux, seulement qu'ils ont cette translocation. Au moment d'avoir des enfants, ils peuvent la transmettre de façon équilibrée, c'est-à-dire pas les pertes ni les gains matériels, mais ça peut se déséquilibrer au moment de la transmission et c'est là où apparaissent les problèmes. Et donc, voici une déséquilibrée. Et donc, il y a un parent normal qui, par exemple, transmet son chromosome 1, disons, et il y a ses parents qui ont une translocation déséquilibrée, qui transmet ce chromosome. Et donc, vous voyez que dans ces chromosomes 22, il nous manque cette partie. Cette partie qui était ici, chez l'enfant, il va manquer. Donc, cet enfant a une translocation déséquilibrée et il lui manque les bouts du chromosome 22. Vous avez compris? Voilà, et c'est pour ça que pour détecter ce type de choses, il faut toujours étudier les parents et faire une analyse qui s'appelle fiche, pour être sûr qu'ils ne sont pas cette translocation. Oui? Au niveau de la production des protéines, si des chromosomes a une partie plus longue, ça veut dire qu'il y a une plus grande production ou pas du tout, ça dépend. Et s'il manque quelque chose, c'est une déficience de production de protéines. Je vais vous montrer une autre image où ce n'est pas qu'ils sont oui, les chromosomes plus longs ont plus de gènes et chaque gène compte pour une protéine. Okay? Et donc, mais il y a des régions aussi de chromosomes où il n'y a pas de gènes. Donc en fait, ce n'est pas la taille du chromosome qui importe. Dans chaque région des chromosomes, on a des cartes de tous les gènes au moment. Je vais vous montrer une du chromosome 22 où on peut savoir exactement quels gènes sont dans quelle région. Et donc, quand on connaît la taille précise de la lésion de l'enfant, on peut savoir exactement quels gènes ont été perdus. Et plus il y a des gènes perdus, plus sévère va être la manifestation clinique du syndrome. Okay? Je vais vous montrer une image et peut-être ça va être plus clair et après. Voilà. Et donc, ça c'est le chromosome anamo, c'est une anomalie qui est assez fréquente parmi les enfants avec syndrome de Phelan-McDermid. Et donc, vous voyez ici un chromosome, il y a un point de cassure ici, un point de cassure ici, les bouts du chromosome sont perdus. Un chromosome ne peut pas rester comme ça, sans bout, sans les télomères, et du coup, il se replie sur lui-même, il se ferme, et on a un chromosome en anneau à qui manque cette partie et cette partie. Je vous ai dit aussi qu'il était nécessaire de tester les parents par fiche pour exclure un remaniement chromosomique qui augmenterait les risques de récurrence. Les principales caractéristiques du syndrome de Phelan-McDermid sont associées à la déficience des SHANK3, même s'il peut y avoir d'autres gènes qui contribuent à d'autres caractéristiques, on va revenir plus tard. La déficience intellectuelle, les troubles du langage, l'hypotonie, l'autisme, et on pense aussi que les reflux gastroœsophagiens, certaines anomalies du cerveau sont dues à la déficience des SHANK3. Okay? Et enfin, les mutations des SHANK3 peuvent causer un autisme et une déficience intellectuelle. Voilà. Et donc, ça, c'est une première partie. Est-ce que vous avez des questions? J'espère que oui. Oui? Je me pose la question si par rapport aux analyses que tu as fait, l'analyse de l'enfant qui concerne spécifiquement quelle partie chromosomique manque. Est-ce que grâce à ça, on peut orienter les thérapies de l'enfant ou pas du tout? Et donc, à l'heure actuelle, non, parce que ce qu'il faut savoir par rapport au syndrome de Phelan-McDermid, c'est qu'on manque de beaucoup de connaissances sur ce syndrome. Comme c'est un syndrome rare, et plus que rare, il est sous-diagnostiqué, on connaît très peu d'enfants et des patients avec ce syndrome. Pour vous donner une idée, il y a peut-être 4 ou 5 études des cohortes qui ont été publiées dans la littérature scientifique. La cohorte la plus grande ne comporte que 70 patients. D'autres, c'est par exemple 40 patients, 30 patients, 10 patients. Donc ce
sont des centres différents, aux États-Unis, en Italie, en Angleterre, ici en France. Et donc chacun publie sa cohorte des patients, et c'est très peu de patients. Quand vous prenez en considération comment la taille des lésions varie, je vous ai montré qu'il y avait des lésions énormes et des lésions toutes petites. Et donc déjà que c'est rare, qu'il y a peu de patients, que parmi les peu de patients que vous savez, il y a des lésions énormes, des lésions petites, qu'il y a des chromosomes en anneau, des lésions simples, qu'il y a des translocations, pas de translocations. Que les translocations, je ne vous ai pas dit, mais les translocations sont toujours associées avec une duplication d'un autre chromosome. Et donc non seulement il manque la partie 22+13, mais il y a un excès quelque part d'autre qui peut aussi avoir des manifestations. Bref, du point de vue génétique, c'est une variabilité énorme, du point de vue clinique aussi. Et donc il est très très difficile d'établir ce qu'on appelle des corrélations génotype-phénotype. Corrélation génotype-phénotype, c'est établir une corrélation entre la taille de la lésion, donc c'est-à-dire les gènes qui ont été perdus, et les phénotypes, c'est-à-dire les manifestations cliniques du patient. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. Je vais vous parler tout à l'heure du registre international des syndromes de Phelan-McDermid qui a été fait par la Fondation aux États-Unis. C'est un registre international qui essaye justement, pour répondre à des questions comme la vôtre, de réunir les plus grands nombres possibles de patients. Parce que c'est seulement grâce à un registre international qu'on va pouvoir réunir des centaines de patients avec des données cliniques et génétiques, et on pourra répondre à ce type de questions. Si on continue à travailler chacun dans son coin avec la petite cohorte là régionale, on ne pourra pas parce que c'est trop variable. Et donc grâce à ces registres, on a aujourd'hui plus de 500 patients. Donc c'est la cohorte la plus grande qui n'a jamais été réunie. Et on espère justement essayer d'établir, et je vais vous montrer le résultat tout à l'heure, on va dire par exemple, si votre fille a une délétion des 300 000 nucléotides, elle n'a pas de risque d'avoir une anomalie cardiaque, ou elle n'a pas de risque d'avoir une anomalie rénale. C'est bien de le savoir. Par contre, si votre fille a une délétion beaucoup plus grande, on vous dira attention, ce n'est pas qu'elle va avoir l'anomalie, mais elle a un risque accru d'avoir une anomalie rénale, une anomalie cardiaque, etc. Et donc on pourra dire aux familles, allez vous faire une échographie rénale, une échographie cardiaque, une IRM cérébrale parce qu'il y a un risque d'anomalie dans les cerveaux, des kystes, arachnoïdiens, etc. On pourra dire ça selon la taille de la lésion. Et certaines choses, on se rendra compte qu'elles sont présentes chez presque tous les patients, même ceux qui ont les lésions les plus petites. Et donc, pour ces manifestations qui sont présentes chez presque tous les patients, on dira qu'elles sont probablement associées au gène SHANK3, et ça veut dire que tous les patients avec Phelan-McDermid, chez qui il manque toujours le SHANK3, ont un risque, par exemple, d'hypotonie, des retards mentaux, des troubles du langage, d'autisme, des reflux gastro-œsophagéens. Et donc, ce type de choses, il faudra faire attention chez tous les patients. Mais d'autres complications, peut-être, on pourra, dans le futur, déterminer avec plus de précision qu'il faut s'en occuper seulement chez les patients avec des grosses délétions. Et dans le cas de mutation, justement, est-ce qu'on pourra aussi déterminer les risques d'épilepsie? Exactement, parce que donc, pour les patients avec mutation, c'est plus simple, parce qu'eux, ils ont un seul gène qui est touché, qui est SHANK3. Et donc, ces patients sont très utiles pour la recherche parce que toutes les manifestations qu'on trouve chez les patients qui ont une mutation de SHANK3, on peut être sûr que c'est SHANK3 les gènes responsables. Vous comprenez? Alors que si c'est un patient chez qui manque 100 gènes, quand je vois les manifestations, je ne peux pas dire si c'est SHANK3 ou si c'est un autre gène ou si c'est 2 gènes ensemble ou 3 gènes ensemble. Vous voyez? Et donc, quand on réunit les corps très grands, et je vais vous montrer tout à l'heure avec les registres, on a pas mal de patients qui ont soit une mutation SHANK3, soit des petites délétions toutes petites, qui sont seulement des SHANK3. Et donc, en étudiant ces patients, on peut déterminer quels sont les phénotypes, donc quelles sont les manifestations cliniques qui sont associées à la déficience des SHANK3. Et on pourra mieux caractériser ça. Et par exemple, pour l'instant, on ne peut pas vous le dire.
avec certitude, mais on pense que par exemple les malformations rénales et cardiaques ne sont pas associées à SHANK3. C'est d'autres gènes dans la région et pas SHANK3. Donc si votre fils il a une délétion de SHANK3 ou une mutation de SHANK3, en principe, il n'y a pas ce type de complications. Par contre, les convulsions semblent être liées à la déficience de SHANK3. C'est-à-dire que tous les patients auraient un risque accru de convulsions. Ça ne veut pas dire que tous les enfants vont avoir des convulsions, mais c'est seulement que si on a une déficience de SHANK3, on a une prédisposition aux convulsions et on voit qu'il y a un quart des patients qui présentent ces convulsions. Pourquoi seulement un quart et pas l'autre, on ne sait pas. On ne peut pas dire. Oui. Est-ce que ces convulsions apparaissent plutôt jeunes, un peu plus tard Je vais vous montrer tout à l'heure dans les données des registres qu'en fait il n'y a pas un âge précis d'apparition. Il y en a qui sont d'apparition précoce et vous allez voir qu'il y a des débuts d'épilepsie pendant toute l'enfance et même dans l'adolescence et même à l'âge adulte. Et donc à n'importe quel moment les convulsions peuvent apparaître. Il y a pas mal qui commencent pendant l'adolescence. Vous allez voir qu'il n'y a pas un âge où on pourrait vous dire, avec les données qu'on a maintenant, peut-être quand on aura plus de données, on aura plus de précision, mais il n'y a pas un âge où on pourrait vous dire, il n'a pas développé une épilepsie jusqu'à maintenant, il ne va pas la développer après, malheureusement on ne peut pas vous dire ça. Est-ce qu'on connaît un traitement qui peut être efficace on a ciblé un traitement qui est efficace dans cette épilepsie Et l'épilepsie chez ces patients, c'est traite comme on traite d'autres épilepsies avec d'autres patients. Et donc il faut essayer différents traitements. Il y a des patients qui répondent à certains et qui ont des convulsions qui sont assez, disons, faciles à contrôler. On connaît des patients à qui on a donné un traitement, on a arrêté les crises, et il y en a d'autres à qui, malgré de nombreux traitements, des combinaisons de thérapies, et on n'arrive pas à contrôler les crises. Malheureusement, et on ne sait pas pourquoi. Mais en regardant le résultat du registre, où donc il y avait tout un chapitre sur les médicaments qui avaient été donnés pour l'épilepsie. Oui. Nous, on a déjà fait 4 traitements. On a essayé 4 médicaments. Et 3, on voyait que dans le registre, ils n'étaient pas efficaces. Et le 4e qu'on a regardé, c'est un des traitements qui semblait un peu efficace. Et en effet, c'est vrai. Il n'est pas parfait, mais il est mieux que les autres. Déjà, il n'y a aucun effet secondaire. Donc, le registre peut nous aider. Quoi. Exactement. Mais malheureusement, on n'a pas assez de données, comme ce que vous êtes en train de me dire, pour faire une étude statistique et dire en fait tel médicament semble plus adapté pour les patients avec Phelan-McDermid. C'est toujours un peu, disons, anecdotique, des cas comme les vôtres et des familles qui racontent, mais personne n'a fait une analyse statistique pour sortir des conclusions claires. Est-ce qu'on ne peut pas dire que certaines crises d'épilepsie peuvent être liées à la prise de neuroleptiques? Parce que par hasard, il y a des enfants qui déclenchent des crises d'épilepsie tard, mais tard parce que c'est tard aussi qu'elles vont commencer à prendre des neuroleptiques. Donc, parfois, oui, c'est une possibilité. Mais ça, je dirais que c'est des cas rares, mais on peut considérer cette possibilité. Et beaucoup ne sont pas associés à la prise des neuroleptiques. Donc, je ne peux pas exclure que dans certains cas, il y a un rapport, mais je dirais que chez la plupart, non. Oui. Là, on parle beaucoup de connexion de 22 plus 16. Oui. Là, c'est délétion 22 plus 12, 3. Quelle est l'importance est-ce que c'est plus 12, plus 13? Est-ce qu'il y a des informations sur... Madame, moi je serais très intéressée pour voir les rapports génétiques de votre fille pour comprendre ce qu'elle a, mais je vais vous montrer. Et là, un chromosome en anneau, ok? C'était en anneau. Maintenant, on dit 22 plus 12. Non, mais elle a un chromosome en anneau, ça veut dire qu'elle a un chromosome en anneau, ok? Ces chromosomes en anneau,
il est associé à une délétion. Comme je vous ai montré que tous les chromosomes anneaux avaient une délétion. Okay? Et donc, elle l'a perdu. Vous voyez qu'ici, c'est 22q13,2. Exactement là, n'est-ce pas? Et donc, votre fille doit avoir une délétion comme la plus grande de celle-là, parce qu'en tout cas, ça veut dire que la délétion, elle a commencé dans cette bande 22q13.2. Ok? Et donc, ça veut dire qu'elle a une grande délétion qui, normalement, s'étend jusqu'à la fin du chromosome. Voilà. Et donc, quand vous me dites la bande, je pense que vous êtes en train de me dire les débuts de la délétion. Et donc, quand on dit une délétion 22q13.2, ça veut dire qu'elle commence là et elle s'étend jusqu'ici. Parce que la délétion du chromosome anneau s'étend jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'elle a perdu tous les gènes de cette région. Mais j'aimerais voir votre rapport. Donc, si on a une délétion qui commence à 22q13.2, elle est une délétion beaucoup plus grande que si on a une délétion qui commence à 22q13.3.1, 3.2 ou 3.3. N'est-ce pas? Par exemple, cette délétion, elle commence à 22q13.3.3. N'est-ce pas? Voilà. C'est 12. Vous êtes Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Si la différence entre délétion et microdélétion, moi on m'a toujours parlé de microdélétion. C'est synonyme. C'est synonyme. Elles sont assez petites. Même quand je vous dis que c'est grand et que c'est énorme, en fait ça fait 9 mégabases. Et 9 mégabases, c'est une délétion qu'on peut ne pas voir dans un karyotype. Et tout ce qu'on ne voyait pas dans les karyotypes, c'est qu'on regardait au microscope les chromosomes. Tout ce qu'on ne voyait pas au karyotype, on l'appelle les microdélétions. Et donc tout ça, ce sont des microdélétions. Mais maintenant, on l'enlève les micros parce que vous voyez que là, elle est beaucoup plus grande que celle-là. Hein. Et donc appeler cette énorme micro alors qu'il y a de toutes petites. Mais vous pouvez dire comme vous voulez. Microdélétion. 1 mégabyte. Comment? 1 méga, 0,1. C'est 0,1. C'est petite. Et donc ça veut dire 100 000 nucléotides. Et donc toute petite. Et donc ça veut dire qu'elle a une délétion seulement des champs 3, votre fille. Et c'est pour ça qu'elle a un bon niveau de fonctionnement. C'est-à-dire que votre fille, elle est comme ça. Oui. Toute petite. Oui. Concernant, on nous a parlé de d'élection 22q terre. Est-ce que c'est synonyme à 22q13? Terre veut dire terminal. Et donc, 22q terre, ça veut dire les bouts de l'extrémité terminale du chromosome 22q. Et donc, quand je vous dis 22q terre, vous savez qu'on parle du chromosome 22, que c'est les bras longs, les Q, et que c'est la partie terminale. Mais vous ne savez pas si la délétion elle est comme la grande, comme celle-là, comme celle-là ou comme celle-là. Parce que toutes celles-là, ce sont des délétions 22q terre terminales. D'accord. Voilà. Et donc, il faut plus de précision pour savoir quelle est la taille de la délétion. Donc, si on vous a diagnostiqué par fiche, il nous dit il y a une délétion ici, dans le champ 3. Mais on ne sait pas si elle est grande, si elle est petite, comment elle est. Et donc, il faut plus de précision. D'accord. Donc on redemande un test. Pardon? On redemande un test par, pas par fiche, par micro. Par micropuce, exactement. Les On va micros. voir le généticien et on demande. Ça se passe comme ça. Ben, nous, Exactement. Parce que nous, on a juste, voilà, on a la même chose, on a dit 22 critères, enfin 22 critères pour 3 ou 22 critères, et c'est tout. nous, on a eu des précisions tout simplement en participant à une étude de Caroline. Et ce qui fait qu'en envoyant simplement des échantillons de Camille et des parents, on a eu des précisions sur Camille. Et en plus, quand on a le compte rendu, notre enfant est un numéro. Et pour le numéro de Camille, en fait, il est décrit à plusieurs paragraphes parce qu'elle a eu une délétion de 7 mégabases avec multiples points de cassure. Vous avez dit avec une espèce de tentative de cicatrisation, enfin, 3 points de cassure très proches. Donc, sans demander aux généticiens, en participant à une nouvelle étude, eh bien, on a eu en retour un résultat plus... on a pris la taille de la délétion. Mais donc, il faut préciser donc. Parfois, on dit aux familles, c'est une délétion 22q terre.
Et ça suffit pour comprendre quel est le syndrome, que c'est un syndrome de Phelan-McDermid. Et peut-être les médecins, il a l'information plus précise, mais on ne vous l'a pas donnée parce qu'il pensait que ce n'était pas la peine de vous donner des détails. Et donc peut-être, si votre enfant a eu une arrêt CGH ou micropulse, voilà, ça a différents noms, on sait la taille de la lésion. Okay? Et c'est peut-être que vous n'avez pas les résultats, donc vous pouvez demander au Je médecin. sais que c'était fiche. Ah bon, si c'est fiche, on ne connaît pas la taille de la lésion. Et donc, vous avez deux possibilités. Une, c'est retourner vers votre généticien et dire que vous voudriez avoir une micropulse, un arrêt CGH, pour connaître la taille de la lésion de votre enfant, pour mieux comprendre à quoi vous devez vous attendre dans le futur et tout ça. Et il va vous répondre deux choses. Non, madame, les micropulses coûtent très cher. Vous avez déjà un diagnostic, on ne va pas vous les faire. Ou il va dire, ok, on va les faire. Et il va vous dire oui ou non, selon la possibilité qu'il a dans son hôpital de faire des micropulses avec plus ou moins de facilité. Et voilà. Et donc, vous pouvez essayer comme ça. Oui. Avec la méthode d'arrêt, nous, on a eu une duplication, on a la délétion 22 T13, mais on a aussi une duplication 22 Q12.2. On nous a parlé d'inversion miroir. Ce terme-là, je ne l'ai pas compris. En plus de la duplication de l'élection, il y a une inversion miroir. Ça s'appelle, cette anomalie s'appelle une INV-DUP-DEL. Voilà, c'est une des. Quand je vous disais qu'il y a 20% qui ont des anomalies chromosomiques, donc la délétion n'est pas simple, et donc votre fille n'a pas une délétion simple, elle a une délétion avec un remaniement chromosomique, et dans des cas, elle a perdu, comme tous les enfants, la partie terminale du chromosome, okay? Mais en plus, ici, supposons qu'elle ait perdu cette partie, okay? Mais ici, d'ailleurs c'est ici parce que c'est 13, ah non c'est 12. Je sais que c'est 13.2, 12.2. Bon, ok, donc au plus vers là-bas, mais en tout cas, il y a une partie qui est dupliquée, ok? Donc au lieu d'être en une seule copie, elle est en deux copies. Mais cette duplication, elle est inversée. Vous vous souvenez quand je vous ai montré ici l'inversion? Je vais vous montrer ici. Vous voyez, imaginez que votre fille, elle a perdu cette partie, délétion, partie. Et cette partie, elle est inversée comme ici, mais en plus elle est double, comme ici. Voilà. Donc vous voyez ici, il y a la duplication. Imaginez que toute cette duplication, comme ça, elle est inversée. Ça s'appelle une duplication inversée. Et à ça, vous ajoutez une délétion de cette partie, et vous savez, une INV-DUP-DEL. En fait, on avait eu la méthode et par rapport aux études et au registre Phelan-McDermid, on a demandé la méthode. On a dû insister parce que l'hôpital s'était mis en opposition, on a refusé de le faire en disant qu'on avait un diagnostic et on a poussé pour avoir les détails. D'où c'est ajouter la deuxième anomalie. D'où l'intérêt aussi peut-être de pousser un peu. Ah, on a découvert l'anomalie. Vous voyez, exactement. Parce que je peux vous dire une chose, c'est qu'avec fiche, on voit, par exemple, avec fiche, on peut vous dire, on a la délétion terminale, mais on ne va pas voir la duplication, on ne va pas voir d'autres remaniements ailleurs. Et donc, il faut toujours essayer de se battre pour avoir les micropulses. C'est une technique nouvelle, oui, ça coûte de l'argent, mais ça apporte des informations très intéressantes. Donc grâce à ça, on a su qu'il y avait 3,5 millions. Ok, 3,5 millions. Et c'est comme ça qu'on a su qu'à cause de la duplication, c'est l'une des seules qui avait une microcéphalie. Si Laura est atteinte de microcéphalie, ils ont fait le rapprochement avec justement un d'elles Ok. Et donc, parmi les enfants donc avec Phelan-McDermid, il y en a certains qui ont une grosse tête qui s'appelle macrocéphalie. Il y en a d'autres qui ont une petite tête qui s'appelle microcéphalie. De la même façon qu'il y a des enfants qui ont une très grosse taille, comme votre fille, et il y a des enfants qui ont une petite taille. Souvent, on dit que les enfants qui ont un chromosome analo ont une petite taille. Mais comme je vous dis, c'est encore tellement mélangé parce qu'on a des chromosomes analo qui vont être petits.
on a des lésions terminales simples, translocations, des d'ailes, des inversions. Et donc, du coup, on va avoir une population très, très mélangée et tout n'est pas dû à la lésion terminale. Par exemple, dans le cas de votre fille, la duplication d'une autre région va contribuer au trouble qu'elle a. Et donc, ça complique la comparaison de votre fille aux autres enfants. Mais dans les registres et dans la littérature, il y a déjà plusieurs patients avec une double d'aile qui ont été décrits. Et donc, souvent on décrit d'abord la délétion parce qu'elle est la plus facile à voir. Plus tard, comme exactement dans votre cas, on se rend compte qu'il y a une duplication. Et maintenant, on a appris, c'est assez récemment, que quand il y a une délétion avec duplication, très souvent, la duplication elle est inversée, comme dans votre cas, et ça s'appelle une double d'aile. D'autres questions? Mais pour en revenir sur les tests, nous on a eu d'abord un diagnostic 22Q13.3. Quand on a demandé à la généticienne, d'abord on a eu un diagnostic de délétion de 22Q13. Quand on a demandé la taille, on a eu la même réponse un petit peu de ce que vous avez dit, que c'était cher et que ça nous apporterait rien. Elle nous a quand même écrit quelque part que c'était 22Q13.3, mais je pense qu'elle a dit ça du fait qu'on voyait rien faire le type. En général, comme on varie en cariotype, c'est que c'est une petite délétion. Et l'étude de Clara Bonaglia nous a dit qu'en fait c'était du 22Q13.2 avec 7 mégas, exactement. Oui, c'est grande, c'est assez grande, mais... Alors, après, moi je veux être un petit peu moins catastrophique que vous, ça permet quand même à Camille de faire pas mal de choses. Pardon? Camille arrive quand même à faire pas mal de choses avec une délétion de 7 mégas. Exactement. Non, je ne veux pas être catastrophique dans le sens qu'on connaît très peu de choses. Et ça, c'est bien que vous fassiez ces commentaires pour éclaircir ça, parce qu'on commence à se rendre compte qu'il y a des enfants qui ont des lésions plus grandes, qui ont parfois des complications, mais même parmi les enfants comme ça, vous voyez ces enfants avec une délétion minuscule qui ne comprend que chaque point, et on va trouver des phénotypes très sévères. On peut trouver des phénotypes très sévères. On peut trouver parmi ces patients des déficiences intellectuelles sévérissimes, des absences complètes de langage, des épilepsies super fortes, des régressions, vraiment des tableaux cliniques très compliqués. Et donc, ce n'est pas seulement que ceux qui ont une grande délétion sont pires que ceux qui ont la petite. On ne comprend pas du tout. Pourquoi? Ici, on pourrait dire, ah oui, c'est parce qu'il y a d'autres gènes, mais ici, il n'y a pas d'autres gènes inclus, il n'y a que CHAM3. Ils ont des tableaux, mais d'une sévérité incroyable. Ou c'est parmi ces patients aussi qu'on trouve d'autres qui ont des tableaux pas si sévères que ça. Je vous ai dit aussi qu'il était nécessaire de tester les parents par fiche pour exclure un remaniement chromosomique qui augmenterait les risques de récurrence. Les principales caractéristiques du syndrome de Phelan-McDermid sont associées à la déficience des CHAM3, même s'il peut y avoir d'autres gènes qui contribuent à d'autres caractéristiques, on va revenir plus tard. La déficience intellectuelle, les troubles du langage, l'hypotonie, l'autisme, et on pense aussi que les reflux gastroœsophagiens, certaines anomalies du cerveau sont dues à la déficience des CHAM3. Okay? Et enfin, les mutations des CHAM3 peuvent causer un autisme et ou une déficience intellectuelle. Voilà. Et donc ça c'est une première partie. Est-ce que vous avez des questions? J'espère que oui. Oui. Je me pose la question si par rapport aux l'analyse de l'enfant qui concerne spécifiquement quelle partie chromosomique est-ce que grâce à ça on peut orienter les thérapies de l'enfant ou pas du tout? Et donc, à l'heure actuelle, non, parce que ce qu'il faut savoir par rapport au syndrome de Phelan-McDermid, c'est qu'on manque de beaucoup de connaissances sur ce syndrome. Comme c'est un syndrome rare, et plus que rare, il est sous-diagnostiqué, on connaît très peu d'enfants et des patients avec ce syndrome. Pour vous donner une idée, il y a peut-être 4 ou 5 études des cohortes qui ont été publiées dans la littérature scientifique. La cohorte la plus grande ne comporte
comportent que 70 patients. D'autres, c'est par exemple 40 patients, 30 patients, 10 patients. Donc ce sont des centres différents aux États-Unis, en Italie, en Angleterre, ici en France. Et donc chacun publie sa cohorte des patients et c'est très peu de patients. Quand vous prenez en considération comment la taille des lésions varie, je vous ai montré qu'il y avait des lésions énormes et des lésions toutes petites. Et donc déjà que c'est rare, qu'il y a peu de patients, que parmi les peu de patients que vous savez, il y a des lésions énormes, des lésions petites, qu'il y a des chromosomes en anneau, des lésions simples, qu'il y a des translocations, pas de translocations. Que les translocations, je ne vous ai pas dit, mais les translocations sont toujours associées avec une duplication d'un autre chromosome. Et donc non seulement il manque la partie 22q13, mais il y a un excès quelque part d'autre qui peut aussi avoir des manifestations. Bref, du point de vue génétique, c'est une variabilité énorme, du point de vue clinique aussi. Et donc il est très très difficile d'établir ce qu'on appelle des corrélations génotype-phénotype. Corrélation génotype-phénotype, c'est établir une corrélation entre la taille de la lésion, donc c'est-à-dire les gènes qui ont été perdus, et les phénotypes, c'est-à-dire les manifestations cliniques du patient. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. Je vais vous parler tout à l'heure du registre international des syndromes de Phelan-McDermid qui a été fait par la Fondation aux États-Unis. C'est un registre international qui essaye justement, pour répondre à des questions comme la vôtre, de réunir les plus grands nombres possibles de patients. Parce que c'est seulement grâce à un registre international qu'on va pouvoir réunir des centaines de patients avec des données cliniques et génétiques et on pourra répondre à ce type de questions. Si on continue à travailler chacun dans son coin avec la petite cohorte là régionale, on ne pourra pas parce que c'est trop variable. Et donc grâce à ces registres, on a aujourd'hui plus de 500 patients. Donc c'est la cohorte la plus grande qui n'a jamais été réunie. Et on espère justement essayer d'établir, et je peux vous montrer le résultat tout à l'heure, on va dire par exemple, si votre fille a une délétion des 300 000 nucléotides, elle n'a pas de risque d'avoir une anomalie cardiaque ou elle n'a pas de risque d'avoir une anomalie rénale. C'est bien de le savoir. Par contre, si votre fille a une délétion beaucoup plus grande, on vous dira attention, ce n'est pas qu'elle va avoir l'anomalie, mais elle a un risque accru d'avoir une anomalie rénale, une anomalie cardiaque, etc. Et donc on pourra dire aux familles, allez vous faire une échographie rénale, une échographie cardiaque, une IRM cérébrale parce qu'il y a un risque d'anomalie dans les cerveaux, des kystes, arachnoïdiens, etc. On pourra dire ça selon la taille de la lésion. Et certaines choses, on se rendra compte qu'elles sont présentes chez presque tous les patients, même ceux qui ont les lésions les plus petites. Et donc, pour ces manifestations qui sont présentes chez presque tous les patients, on dira qu'elles sont probablement associées au gène SHANK3, et ça veut dire que tous les patients avec Phelan-McDermid, chez qui il manque toujours le SHANK3, ont un risque, par exemple, d'hypotonie, de retard mental, des troubles du langage, d'autisme, des reflux gastro-œsophagiens. Et donc, ce type de choses, il faudra faire attention chez tous les patients. Mais d'autres complications, peut-être, on pourra, dans le futur, déterminer avec plus de précision qu'il faut s'en occuper seulement chez les patients avec des grosses délétions. Et dans le cas de mutation, justement, est-ce qu'on peut, on pourra aussi déterminer les risques d'épilepsie? Exactement, parce que donc, pour les patients avec mutation, c'est plus simple parce qu'eux, ils ont un seul gène qui est touché, qui est SHANK3. Et donc, ces patients sont très utiles pour la recherche parce que toutes les manifestations qu'on trouve chez les patients qui ont une mutation de SHANK3, on peut être sûr que c'est SHANK3 les gènes responsables. Vous comprenez? Alors que si c'est un patient chez qui manque 100 gènes, quand je vois les manifestations, je ne peux pas dire si c'est SHANK3 ou si c'est un autre gène, ou si c'est 2 gènes ensemble ou 3 gènes ensemble. Vous voyez? Et donc, quand on réunit les corps très grands, et je vais vous montrer tout à l'heure avec les registres, on a pas mal de patients qui ont soit des mutations SHANK3 ou soit des petites délétions toutes petites qui sont seulement des SHANK3. Et donc, en étudiant ces patients, on peut déterminer quel est le phénotype
Donc, quelles sont les manifestations cliniques qui sont associées à la déficience des champenois. Et on pourra mieux caractériser ça. Et par exemple, pour l'instant, on ne peut pas vous le dire avec certitude, mais on pense que par exemple les malformations rénales et cardiaques ne sont pas associées à champenois. C'est d'autres gènes dans la vie, mais pas champenois. Donc si votre fils il a une délétion des champenois ou une mutation des champenois, en principe, il n'y a pas ce type de complications. Par contre, les convulsions semblent être liées à la déficience des champenois. C'est-à-dire que tous les patients auraient un risque accru de convulsions. Ça ne veut pas dire que tous les enfants vont avoir des convulsions, mais c'est seulement que si on a une déficience des champenois, on a une prédisposition aux convulsions et on voit qu'il y a un quart des patients qui présentent ces convulsions. Pourquoi seulement un quart et pas d'autres, on ne sait pas. On ne peut pas vous le dire. Oui. Est-ce que ces convulsions apparaissent plutôt jeunes ou un peu plus tard Je vais vous montrer tout à l'heure dans les données des registres qu'en fait il n'y a pas un âge précis d'apparition. Il y en a qui sont d'apparition précoce et vous allez voir qu'il y a des débuts d'épilepsie pendant toute l'enfance et même dans l'adolescence et même à l'âge adulte. Et donc à n'importe quel moment les convulsions peuvent apparaître. Il y a pas mal qui commencent pendant l'adolescence. Vous allez voir qu'il n'y a pas un âge où on pourrait vous dire, avec les données qu'on a maintenant, peut-être quand on aura plus de données, on aura plus de précision, mais il n'y a pas un âge où on pourrait vous dire, il n'a pas développé une épilepsie jusqu'à maintenant, il ne va pas la développer après, malheureusement on ne peut pas vous dire ça. Est-ce qu'on connaît un traitement qui peut être efficace on a ciblé un traitement qui est efficace dans cette épilepsie L'épilepsie chez ces patients, c'est traite comme on traite d'autres épilepsies avec d'autres patients. Et donc il faut essayer différents traitements. Il y a des patients qui répondent à certains et qui ont des convulsions qui sont assez, faciles à contrôler. On connaît des patients à qui on a donné un traitement, on a arrêté les crises, et il y en a d'autres à qui, malgré de nombreux traitements, des combinaisons de thérapies, et on n'arrive pas à contrôler les crises. Malheureusement, et on ne sait pas pourquoi. Mais en regardant le résultat du registre, où donc il y avait tout un chapitre sur les médicaments qui avaient été donnés pour l'épilepsie. Oui. Nous, on a déjà fait 4 traitements. On a essayé 4 médicaments. Et 3, on voyait que dans le registre, ils n'étaient pas efficaces. Et le 4e qu'on a regardé, c'est un des traitements qui semblait un peu efficace. Et en effet, c'est vrai. Il n'est pas parfait, mais il est mieux que les autres. Déjà, il n'y a aucun effet secondaire. Donc, le registre peut nous aider. Quoi. Exactement. Mais malheureusement, on n'a pas assez de données, comme ce que vous êtes en train de me dire, pour faire une étude statistique et dire en fait tel médicament semble plus adapté pour les patients avec Phelan-McDermid. C'est toujours un peu, disons, anecdotique, des cas comme les vôtres et des familles qui racontent, mais personne n'a fait une analyse statistique pour sortir des conclusions claires. Est-ce qu'on ne peut pas dire que certaines crises d'épilepsie peuvent être liées à la crise de neuroleptique? Parce que par hasard, il y a des enfants qui déclenchent des crises d'épilepsie tard, mais tard parce que c'est tard aussi qu'elles vont commencer à prendre des neuroleptiques. Donc, parfois, oui, c'est une possibilité. Mais ça, je dirais que c'est des cas rares, mais on peut considérer cette possibilité. Et beaucoup ne sont pas associés à la prise des neuroleptiques. Donc, je ne peux pas exclure que dans certains cas, il y a un rapport, mais je dirais que chez la plupart, non. Oui. Là, on parle beaucoup de conditions de 22 13. Oui. Là, c'est l'élection 22 plus 12 3. Quelle est l'importance est-ce que c'est du 12, 13? Est-ce qu'il y a des informations sur... Madame, moi je serais très intéressée pour voir les rapports génétiques de votre fille pour comprendre ce qu'elle a, mais je vais vous montrer. Et là, un chromosome en anneau, ok? À l'époque, c'était en anneau. Maintenant, on dit 22 plus 12
Non, mais elle a un chromosome nano, ça veut dire qu'elle a un chromosome nano, ok? Ce chromosome nano, il est associé à une délétion. Comme je vous ai montré que tous les chromosomes nano avaient une délétion, ok? Et donc, elle l'a perdu. Vous voyez qu'ici, c'est 22q13,2. Exactement là, n'est-ce pas? Et donc, votre fille doit avoir une délétion comme la plus grande de celle-là, parce qu'en tout cas, ça veut dire que la délétion, elle a commencé dans cette bande 22q13,2, ok? Et donc, ça veut dire qu'elle a une grande délétion qui, normalement, s'étend jusqu'à la fin du chromosome. Voilà. Et donc, quand vous me dites la bande, je pense que vous êtes en train de me dire les débuts de la délétion. Et donc, quand on dit une délétion 22q13,2, ça veut dire qu'elle commence là et elle s'étend jusqu'ici. Parce que la délétion du chromosome nano s'étend jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'elle a perdu tous les gènes de cette région. Mais j'aimerais voir votre rapport. Donc, si on a une délétion qui commence à 22q13,2, elle est une délétion beaucoup plus grande que si on a une délétion qui commence à 22q13,3,1, 3,2 ou 3,3. N'est-ce pas? Par exemple, cette délétion, elle commence à 22q13,3,3. N'est-ce pas? Voilà. C'est doux. Vous êtes Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Si la différence entre délétion et microdélétion, moi on m'a toujours parlé de microdélétion. C'est synonyme. C'est synonyme. Elles sont assez petites. Même quand je vous dis que c'est grand et que c'est énorme, en fait ça fait 9 mégabases. Et 9 mégabases, c'est une délétion qu'on peut ne pas voir dans un karyotype. Et tout ce qu'on ne voyait pas dans les karyotypes, c'est qu'on regardait au microscope les chromosomes. Tout ce qu'on ne voyait pas au karyotype, on l'appelle les microdélétions. Et donc, tout ça, ce sont des microdélétions. Mais maintenant, on l'enlève les micros parce que vous voyez que là, elle est beaucoup plus grande que celle-là. Hein. Et donc, appeler cette énorme micro, alors qu'il y a des toutes petites. Mais vous pouvez dire comme vous voulez. Microdélétion. Comment? 1 méga, 0,1. 0,1. Très petite. Et donc ça veut dire 100 000 nucléotides. Et donc toute petite. Et donc ça veut dire qu'elle a une délétion seulement des champs 3, votre fille. Et c'est pour ça qu'elle a un bon niveau de fonctionnement. C'est-à-dire que votre fille, elle est comme ça. Oui. Toute petite. Oui. Concernant, on nous a parlé de délétion 22q terre. Est-ce que c'est synonyme à 22q13? Terre veut dire terminal. Et donc 22q terre, ça veut dire les bouts de l'extrémité terminale du chromosome 22q. Et donc quand je vous dis 22q terre, vous savez qu'on parle du chromosome 22, que c'est les bras longs, les Q, et que c'est la partie terminale. Mais vous ne savez pas si la délétion elle est comme la grande, comme celle-là, comme celle-là ou comme celle-là. Parce que toutes celles-là, ce sont des délétions 22q terre terminales. D'accord. Voilà. Et donc, il faut plus de précision pour savoir quelle est la taille de la délétion. Donc, si on vous a diagnostiqué par fiche, il nous dit il y a une délétion ici, dans le champ 3. Mais on ne sait pas si elle est grande, si elle est petite, comment elle est. Et donc, il faut plus de précision. Donc, on redemande un test. Pardon? On redemande un test pas par fiche, par micropuce. Par micropuce, exactement. On va voir le généticien et on demande, ça se passe comme ça. Exactement. Parce que nous, on a juste, voilà, on a la même chose, on a dit 22 critères, enfin 22 critères pour 3 ou 22 critères, et c'est tout. Nous, on a eu des précisions tout simplement en participant à une étude, à l'étude de Carabolaglia. Et ce qui fait qu'en envoyant simplement des échantillons de Camille et des parents, on a eu des précisions sur Camille. Et en plus, quand on a le compte rendu, notre enfant est un numéro. Et pour le numéro de Camille, en fait, il est décrit à plusieurs paragraphes parce qu'elle a eu une délétion de 7 mégabases avec multiples points de cassure. Vous avez dit avec une espèce de tentative de cicatrisation, enfin, 3 points de cassure très proches. Donc, sans demander aux généticiens, en participant à une nouvelle étude, eh bien, on a eu en retour un résultat plus... on a pris la taille de la délétion. Mais donc, il faut préciser donc,
fois, on dit aux familles, c'est une délétion ventriculaire. Et ça suffit pour comprendre quel est le syndrome, que c'est un syndrome de Phelan-McDermid. Et peut-être que les médecins, il a l'information plus précise, mais on ne vous l'a pas donnée parce qu'il pensait que ce n'était pas la peine de vous donner des détails. Et donc peut-être, si votre enfant a eu une arrêt CGH ou micropus, voilà, ça a différents noms, on sait la taille de la délétion. Okay? Et c'est peut-être que vous n'avez pas les résultats, donc vous pouvez demander au médecin. Je sais que c'était fiche. Ah bon, si c'est fiche, on ne connaît pas la taille de la délétion. Et donc, vous avez deux possibilités. Une, c'est retourner vers votre généticien et dire que vous voudriez avoir une micropuce, un arrêt CGH, pour connaître la taille de la délétion de votre enfant, pour mieux comprendre à quoi vous devez vous attendre dans le futur et tout ça. Et il va vous répondre deux choses. Non, madame, les micropuces coûtent très cher. Vous avez déjà un diagnostic, on ne va pas vous les faire. Ou il va dire, ok, on va les faire. Et il va vous dire oui ou non, selon la possibilité qu'il a dans son hôpital de faire des micropuces avec plus ou moins de facilité. Et voilà. Et donc, vous pouvez essayer comme ça. Oui. Avec la méthode d'arrêt, nous, on a eu une publication, on a la délétion 22.4, mais on a aussi une publication 22.2. On nous a parlé d'inversion miroir. Ce terme-là, je ne l'ai pas compris. En plus de la duplication de l'esprit, il y a une inversion miroir. Ça s'appelle, cette anomalie s'appelle une IMV-DUP-DEL. Voilà, c'est une des. Quand je vous disais qu'il y a 20% qui ont des anomalies chromosomiques, donc la délétion n'est pas simple, et donc votre fille n'a pas une délétion simple, elle a une délétion avec un remaniement chromosomique, et dans des cas, elle a perdu, comme tous les enfants, la partie terminale du chromosome, ok? Mais en plus, ici, supposons qu'elle ait perdu cette partie, ok? Mais ici, d'ailleurs, c'est ici parce que c'est 13. Ah non, c'est 12. Je sais que c'est 13.2 et 10.2. Bon, ok, donc au plus vers l'avant, mais en tout cas, il y a une partie qui est dupliquée, ok? Donc au lieu d'être en une seule copie, elle est en deux copies. Mais cette duplication, elle est inversée. Vous vous souvenez quand je vous ai montré ici l'inversion? Je vais vous montrer ici. Vous voyez, imaginez que votre fille, elle a perdu cette partie, délétion, partie. Et cette partie, elle est inversée comme ici, mais en plus elle est double, comme ici. Voilà. Donc vous voyez ici, il y a la duplication. Imaginez que toute cette duplication est faite comme ça et elle est inversée. Ça s'appelle une duplication inversée. Et à ça, vous ajoutez une délétion de cette partie et vous avez une IMV-DUP-DEL. Parce qu'en fait, on avait eu la méthode fiche, et par rapport aux études et au registre Phelan-McDermid, on a demandé la méthode. On a dû insister parce que l'hôpital s'était mis en opposition, on refusait de le faire en disant qu'on avait un diagnostic, et on a un peu poussé pour avoir les détails, d'où c'est ajouter la deuxième anomalie. D'où l'intérêt aussi peut-être de pousser un peu. Ah, on a découvert l'anomalie. Vous voyez, exactement. Parce que je peux vous dire une chose, c'est qu'avec fiche, on va, par exemple, avec fiche, on peut vous dire, on a la délétion terminale, mais on ne va pas voir la duplication, on ne va pas voir d'autres remaniements ailleurs. Et donc, il faut toujours essayer de se battre pour avoir les micropuces. C'est une technique nouvelle, oui, ça coûte de l'argent, mais ça apporte des informations très intéressantes. Donc grâce à ça, on a su qu'il y avait 3 millions et demi. Ok, 3 millions et demi. Et c'est comme ça qu'on a su qu'à cause de la duplication, c'est l'une des seules qui avait une microcéphalie. Si Laura est atteinte de microcéphalie, ils ont fait le rapprochement avec justement un tel Ok. Et donc, parmi les enfants donc avec Phelan-McDermid, il y en a certains qui ont une grosse tête qui s'appelle macrocéphalie. Il y en a d'autres qui ont une petite tête qui s'appelle microcéphalie. De la même façon qu'il y a des enfants qui ont une très grosse taille, comme votre fille, et il y a des enfants qui ont une petite taille. Souvent, on dit que les enfants qui ont un chromosome nano ont une petite taille. Mais comme je vous dis, c'est encore tellement mélangé parce qu'on a des chromosomes nano qui vont être petits.
On a des lésions terminales, simples, translocations, des double des inversions. Et donc, du coup, on va avoir une population très, très mélangée. Et tout n'est pas dû à la lésion terminale. Par exemple, dans le cas de votre fille, la duplication d'une autre région va contribuer au trouble qu'elle a. Et donc, ça complique la comparaison de votre fille aux autres enfants. Mais dans les registres et dans la littérature, il y a déjà plusieurs patients avec une double qui ont été décrits. Et donc, souvent on décrit d'abord la délétion parce qu'elle est la plus facile à voir. Plus tard, comme exactement dans votre cas, on se rend compte qu'il y a une duplication. Et maintenant, on a appris, c'est assez récemment, que quand il y a une délétion avec duplication, très souvent, la duplication elle est inversée, comme dans votre cas, et ça s'appelle indubel. Oui. D'autres questions? Mais pour en revenir sur les tests, nous on a eu d'abord un diagnostic 22q13.3. Quand on a demandé à la généticienne, d'abord on a eu un diagnostic de délétion de q13. Quand on a demandé la taille, on a eu la même réponse un petit peu de ce que vous avez dit, que c'était cher et que ça ne nous apporterait rien. Elle nous a quand même dit quelque part que c'était 22q13.3, mais je pense qu'elle a dit ça du fait qu'on va y aller en cariotype. En disant, comme on va rien en cariotype, c'est que c'est une petite délétion. Et l'étude de Carabonalia nous a dit qu'en fait c'était du 22q13.2 avec 7 mégas, exactement. Ouais. Oui, c'est grande, c'est assez grande, mais... Alors, après, moi je veux être un petit peu moins catastrophique que vous, ça permet quand même à Camille de faire pas mal de choses. Pardon? Camille arrive quand même à faire pas mal de choses avec une délétion de 7 mégas. Exactement. Non, je ne veux pas être catastrophique dans le sens qu'on connaît très très peu de choses. Et ça, c'est bien que vous fassiez ces commentaires pour éclaircir ça, parce qu'on commence à se rendre compte qu'il y a des enfants qui ont des lésions plus grandes, qui ont parfois des complications, mais même parmi les enfants comme ça, vous voyez ces enfants avec une délétion minuscule qui comprend que chaque point, et on va trouver des phénotypes très sévères. On peut trouver des phénotypes très sévères. On peut trouver parmi ces patients des déficiences intellectuelles sévérissimes, des absences complètes du langage, des épilepsies super fortes, des régressions, vraiment des tableaux cliniques très compliqués. Et donc, ce n'est pas seulement que ceux qui ont une grande délétion sont pires que ceux qui ont la petite. On ne comprend pas du tout. Pourquoi? Ici, on pourrait dire, ah oui, c'est parce qu'il y a d'autres gènes, mais ici, il n'y a pas d'autres gènes inclus, il n'y a que CHAM3. Ils ont des tableaux, mais d'une sévérité incroyable. C'est parmi ces patients aussi qu'on trouve d'autres qui ont des tableaux pas si sévères que ça. Donc, l'année dernière, il y a eu la réunion du syndrome de Phelan-McDermid et à Orlando, aux États-Unis, j'y suis allée. Et donc, c'était très émouvant. Quand la conférence, donc c'était un symposium scientifique qu'ils avaient organisé de 3 jours avec beaucoup de chercheurs qui étaient venus partager leurs connaissances et tout ça. Et donc c'était pour les chercheurs, mais il y avait certaines familles qui voulaient assister, qui assistaient à ces symposiums scientifiques. Et au début du symposium scientifique, il y avait 4 familles qui venaient devant tous pour raconter une petite histoire. Disons, une expérience qu'ils avaient eue avec la maladie. Et la 4e famille, c'est un garçon, je ne sais pas si vous l'avez vu sur internet, Daniel, il s'appelle incroyable, sort Daniel, 7 ans, prend le microphone, va devant une salle, il y avait 200-300 personnes, Daniel prend les microphones et dit « Bonjour, je m'appelle Daniel, j'ai le syndrome 22q13 ou syndrome de Phelan-McDermid. » Comme ça. Alors, il dit, maintenant, je donne la parole à mon père. Et nous, on était là. On croyait qu'aucun enfant avec Phelan-McDermid pouvait parler. On voit Daniel comme ça qui parle. On est comme ça, les gens en pleurent. Mais c'est incroyable. Et donc, Daniel était les stars du congrès. Après, tous les chercheurs étaient derrière Daniel, je voulais absolument dire, mais quels sont les rapports génétiques de Daniel? Je veux voir quelle est l'anomalie.
c'est incroyable. Donc, Daniel, il est extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Il parle, il s'exprime, il a beaucoup de troubles. Par exemple, il a un trouble d'apprentissage, de mémoire. Il peut voir des personnes et après il oublie leur tête, il ne se rappelle pas. Alors que quand ça l'intéresse, les jeux vidéo, il a une mémoire extraordinaire. Quand ça l'intéresse moins, la mémoire elle est un peu plus déficiente. Mais bon, donc c'était les stars du congrès Daniel. Et justement, Daniel a une délétion toute petite qui ne compromet que chaque 3. Comme, un peu comme 100 000 comme la vôtre. Et donc en regardant ça, on dit, ah oui, c'est parce qu'il a une délétion petite. Mais malheureusement, on connaît d'autres patients qui avaient non seulement des lésions, qui avaient une mutation des champs 3. Je vais vous parler tout à l'heure de ces deux frères chez qui on a trouvé la première mutation des champs 3 qui avait un tableau clinique sévérissime. Donc pourquoi on n'a aucune idée encore. Il nous reste encore beaucoup de recherches à faire. Il n'y a pas de terme. Donc, j'espère que vous êtes tous au courant donc, de l'existence de ces registres qui a été fait par la Fondation du syndrome de Phelan-McDermid aux États-Unis. Et donc, c'est un registre international qui, comme je vous disais, a été fait pour réunir des données génétiques et cliniques d'un nombre très grand des patients pour pouvoir répondre à toutes les questions que vous posez et que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas encore répondre. Et donc, ce registre a d'abord été fait en anglais et après, nous l'avons traduit au français et en espagnol et aussi Maria Clara Bonaglia l'a traduit en italien, donc il est disponible dans toutes ces langues. Et donc, ce registre contient à peu près 200 questions. Il y a 100 questions sur la présentation clinique des patients, 100 questions sur les développements des patients. Et en plus, on demande aux familles de soumettre les tests, les résultats des tests génétiques. Donc, ce que je peux vous demander, parmi les familles qui sont aujourd'hui ici, qui a participé déjà à ces registres? Oui. Pas beaucoup. Bon, j'espère vous motiver pour que toutes les familles qui sont ici participent à ces registres. Donc, c'est très... Disons, ça prend du temps, mais c'est facile à faire dans le sens que pour nous, c'est très utile. Et vous devez juste aller sur le site internet et signer un consentement et rentrer les informations cliniques. Et vous pouvez répondre à des questions au fur et à mesure. Vous pouvez répondre des questions, vous arrêter, revenir plus tard. Et voilà. Et donc, j'espère vous montrer avec ces résultats que je veux vous présenter et l'utilité de ce type de registres et vous demandez vraiment de faire un effort pour participer, pour essayer de faire avancer les recherches, qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est pour vous. Hein. C'est pour répondre à vos questions, pour vous aider, pour vous donner des conseils sur la prise en charge de vos enfants, etc. Donc, ces résultats que je vais vous présenter, c'est une analyse que j'ai fait justement pour la présentation d'Orlando l'année dernière, que j'avais fait pour les familles aux États-Unis et je l'ai traduit au français pour vous le faire aujourd'hui. Et donc, depuis, on a plus de 500 patients qui participent au registre. Donc, ce n'est pas les derniers résultats, mais ça vous donne quand même une idée. Et donc, parmi ces 431 patients qui étaient inscrits au registre donc, l'année dernière, l'été dernier, il y avait 299 qui avaient rempli au moins en partie les questionnaires cliniques. Vous voyez qu'il y avait 132 patients quand même qui s'étaient inscrits et qui n'avaient rempli aucune information. Et donc, vous voyez, ces types de patients, on ne peut pas utiliser ces données. C'est qu'il a rempli, on essaie de partir ensemble. Toutes les questions sont vraiment très évidentes. Oui, il remplit avec un enfant de répertorier toutes les choses. C'est difficile. J'ai compris que c'est difficile, mais vous sont plus en mémoire. J'essaie. Donc, ce qui est important, c'est d'abord de faire l'effort de les faire. On comprend que s'il y a des choses que vous ne pouvez pas répondre, vous ne pouvez pas répondre. Ce qui est bien quand même, c'est essayer de prendre
les résultats des rapports des médecins, des tests, tout ça, et les savoir accater pour pouvoir un peu rechercher ces informations qu'on aurait pu oublier. Mais vous savez, même si vous essayez de les remplir et vous ne vous rappelez pas, ou vous ne savez pas, au lieu de laisser vide la question, si vous marquez pas sûr ou je ne sais pas, pour nous, c'est très bien parce qu'on peut utiliser cette réponse. Par contre, si vous la laissez vide, on peut la compter nulle part. Vous voyez? Et donc, il vaut mieux. Et si vous savez les réponses pour 20% des questions, c'est déjà ça pour nous de gagner. L'hirsutisme ou la pilosité excessive, ça aussi, ça n'a rien de grave non plus, mais c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment, 38%. Et donc, il y en a qui ont parfois des cils épais, ou avec des poils ici, ou parfois ça peut être dans les bras, dans les dos, dans les jambes, des enfants très poilus. Et ça aussi, c'est une manifestation, disons, d'un dysmorphie, d'une anomalie congénitale. L'eczéma, la sécheresse sévère de la peau, est aussi assez fréquente chez un tiers des patients. Des problèmes cardiovasculaires, on retrouve surtout chez 10% des malformations cardiaques. Et là, donc tout ça, ce sont des malformations cardiaques. Et vous voyez, donc ça représente 10% des patients qui ont répondu. Mais là encore, tous ces analyses sont préliminaires. Okay? Et ce préliminaire basé sur les patients sur les parents qui avaient répondu des questionnaires à un moment donné. Il y a beaucoup de questions qui n'avaient pas été répondues. Donc, presque aucune famille avait répondu à toutes les questions. Et donc, je ne peux pas calculer des pourcentages précis parce que je ne me base que sur les questions, les réponses qu'on m'avait données à un moment donné. En tout cas, on retrouve des malformations cardiaques, parfois qui se résout toutes seules au cours du temps, et d'autres un peu plus graves qui nécessitent, ou même beaucoup plus graves, qui nécessitent des chirurgies. Les problèmes gastro-intestinaux, on avait déjà parlé, les reflux gastro-œsophagiens est très fréquent. Ici, vous voyez, 53% des patients disent que oui, ils ont des problèmes gastro-intestinaux, et les plus fréquents, c'est ces reflux. Il y a beaucoup de patients qui souffrent de constipation chronique. Ça peut être dû à des problèmes d'alimentation, mais aussi à un problème peut-être d'innervation du système gastro-intestinal. Les maladies rénales, et il y a 27% qui répondent oui. Et en fait, comme je vous avais dit, il y a à peu près un quart de ces patients qui ont des malformations rénales. Et donc, ces malformations rénales peuvent prédisposer aux infections urinaires récurrentes. Et donc, les reflux vésiculaires, hydronéphrose, donc c'est des reins trop grands, des reins dysplasiques mal formés, des infections urinaires récurrentes qui sont des conséquences de ces anomalies, augmentation de la taille rénale, c'est hydronéphrose, des kystes dans les reins, parfois un rein additionnel ou dupliqué, des calculs rénales, c'est plus grave. Et donc, il faut être conscient que ces patients peuvent avoir ces malformations cardiaques, rénales, on les diagnostique avec une échographie rénale. Et quand ils ont donc des infections urinaires, il faut les traiter rapidement pour prévenir des complications. Les troubles endocriniens sont rares, mais très fréquemment, on découvre des difficultés à réguler la température corporelle. Okay? Donc, l'enfant a souvent trop chaud ou trop froid, et on trouve aussi très souvent un manque de transpiration. Okay? Donc, la sudation, donc, elle est diminuée, donc il régule mal la chaleur, et ça, c'est quelque chose qui est retrouvé chez une majorité d'enfants. Et il y a une minorité d'enfants qui ont eu une IRM cérébrale, et parmi ceux-là, on trouve des anomalies assez fréquentes. Et ce sont des anomalies qu'on appelle non spécifiques. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si on regardait l'IRM d'un enfant avec Phelan-McDermid et on disait « Ah oui, je reconnais des anomalies typiques de Phelan-McDermid ». Il n'y a rien de typique, et ce sont des anomalies qu'on peut retrouver dans beaucoup d'autres pathologies génétiques. Mais il faut savoir surtout qu'il existe une
Et donc ce sont des kystes qui se forment dans les cerveaux, ils peuvent être petits ou plus grands. Ils ne sont pas dangereux en soi, mais s'ils grandissent beaucoup, là ils peuvent commencer à poser des problèmes. Et donc quand on les diagnostique, il faut juste les surveiller. Souvent ils restent de la même taille et il n'y a pas de problème. Mais quand ils grandissent, là il faut faire quelque chose. Et donc faire des IRM à répétition pour suivre l'évolution de ces anomalies. On trouve d'autres anomalies de la formation du cortex, de la myélinisation, donc c'est aussi le développement du cerveau. Et donc, c'est rien de très très fréquent, mais ce sont des choses qu'on peut retrouver et qu'il faut suivre. Et peut-être quand on aura plus de données, ça va nous donner des pistes pour savoir quelles régions du cerveau sont plus affectées ou quels sont les mécanismes de formation des neurones qui sont affectés dans ces syndromes. Les convulsions fébriles, donc c'est les épilepsies donc, associées à un épisode fébrile. Il y a 17% des patients qui ont eu ça. Et il y a 18 patients qui ont eu des convulsions non fébriles, c'est-à-dire des convulsions qui n'étaient pas associées à une infection ou à de la fièvre. Et donc c'est ça qu'on appelle l'épilepsie. Et donc vous voyez qu'il y a certains patients qui ont eu peu de convulsions. Sûrement on a trouvé un traitement et ils sont répondus au traitement et on a arrêté les crises. Et parfois, il y a quelques patients rares, mais quand même, qui ont eu plus de 5 convulsions. Et donc sûrement, ce sont des patients qui répondent très très mal au traitement et à qui on n'a pas pu freiner les crises épileptiques. Et c'est très très dur à vivre pour les familles. Il y a une famille aux États-Unis qui a un enfant qui convulsionne 200 fois par jour et nuit. Et il ne répond à aucun traitement. À aucun traitement, on a tout essayé, il ne répond à rien. Et vous imaginez la qualité de vie pour l'enfant, pour la famille, c'est très très difficile. Mais heureusement, c'est quand même une minorité. Par exemple, cet enfant qui a une épilepsie si sévère a une des lésions la plus petite, qui n'inclut que chaque 3. Et pourtant, vous voyez. Donc, voilà vos questions. À quel âge a commencé l'épilepsie? Et vous voyez qu'il y en a des épilepsies qui ont commencé à 0 mois, à 4 mois, à 2 ans, à 3, à 6, partout. À 18, des manques abandonnées. À n'importe quel âge, ça peut commencer. On dirait qu'il y a une majorité qui commence des sons précoces, hein, vers ici, et un peu ici vers l'adolescence, mais vous voyez qu'à n'importe quel moment ça peut. Oui. Est-ce que les patients ont été diagnostiqués avec l'un de ces troubles psychiatriques? Et donc on va parler cet après-midi plus des troubles psychiatriques associés au syndrome de Phelan-McDermid, mais vous voyez qu'il y en a un certain nombre, pas beaucoup, qui ont eu un diagnostic des troubles anxieux, des troubles obsessionnels compulsifs, troubles de conduite, troubles bipolaires, on va parler plus de ça, troubles oppositionnels, attaques de panique, dépression. Schizophrénie, 0, mais on sait qu'il y a des patients diagnostiqués avec schizophrénie qui avaient des mutations du gène SHANK3. Est-ce que les patients ont déjà eu des troubles sévères du sommeil? Et vous voyez qu'il y a 72% qui répondent oui des troubles sévères du sommeil. Donc c'est quelque chose d'assez fréquent qui fait donc partie du tableau de Phelan-McDermid. Et donc les troubles de sommeil, ça peut être des réveils fréquents pendant la nuit, des difficultés à retourner dormir après un réveil pendant la nuit, difficultés à s'endormir, sommeil nocturne court, etc. Voilà. Et donc pour finir, je vais vous présenter une analyse plus récente qu'on a fait avec ELSA sur des données donc plus mises à jour du registre dans lesquelles on avait déjà 131 patients dont presque 400 avaient soumis les informations cliniques ou génétiques. Et je vais vous présenter une analyse qu'on a fait avec 118 patients qui avaient des résultats des micropuces. Et donc vous voyez ici les résultats des micropuces des 118 patients du registre. Et donc vous voyez
les chromosomes 22 toujours, la région à rouge, elle est représentée ici plus grande, il y a des lésions très grandes des 9 mégabases, donc des 9 millions de nucléotides, et il y a des lésions toutes petites, vous voyez toutes ces lésions petites. Et donc, il y a des lésions simples, donc juste la lésion, c'est ce qui est représenté en vert. Il y a une seule délétion interstitielle. Rappelez-vous que les délétions interstitielles sont celles qui n'arrivent pas jusqu'à la fin. Et donc, juste cette délétion interstitielle qui inclut le gène CHAM3. Il y a des translocations. Vous voyez en jaune ici les translocations. Des chromosomes anonymes, il y en a plusieurs. Et il y a plusieurs délétions d'indication. Okay? Et voilà. Et donc, vous me demandiez tout à l'heure quel est le phénotype associé à chaque fois. Et justement, avec une cohorte si grande, et j'espère qu'on va avoir plus de patients, je peux avoir un groupe assez grand de patients chez lesquels il y a seulement CHAM3 compromis. C'est ça? Et donc, je vais regarder la clinique de ces patients et je vais dire, ces patients, ils sont seulement CHAM3. Tous ceux qu'ils présentent, je vais dire, c'est à cause des CHAM3. Par contre, si je trouve par exemple des choses ici chez les patients avec des lésions grandes, mais pas chez ceux qui ont des lésions petites, je vais dire que ce n'est pas CHAM3 qui est responsable de ces manifestations, c'est un autre gène qui est par là. Et je vais vous montrer les exemples de ces analyses qu'on appelle des corrélations génotype-phénotype. Et donc, regardons ici, par exemple, la déficience intellectuelle. On a demandé aux parents, est-ce que votre enfant a une déficience intellectuelle? S'il répond oui, on colore cette délétion en rose. Et vous voyez qu'il y a donc la plupart des patients qui ont déficience intellectuelle, non, c'est en noir, mais vous voyez qu'il y en a qui ne répondaient pas sûr ou qui n'ont pas répondu. Okay? Et donc, je ne peux utiliser ni ces réponses, ni ces réponses. Je dois me baser seulement entre ces deux. Mais regardez ici, vous voyez des patients avec des lésions toutes petites qui n'incluent que CHAM3, et beaucoup de ces patients ont une déficience intellectuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est CHAM3 le responsable de ces déficiences intellectuelles. Okay? Et donc, que la lésion soit grande ou petite, et donc, on applique le gène CHAM3. Et pareil, pour l'absence de langage fonctionnel. Et donc, ce qu'on appelle le langage fonctionnel, c'est un langage qui permet d'avoir une communication. Et donc, ça peut être des phrases courtes, mais qui permet aux patients d'exprimer une idée, de demander quelque chose, de répondre à une question de façon spontanée. C'est ça un langage fonctionnel. Et donc, la plupart d'enfants n'ont pas un langage fonctionnel. Okay? Et donc, quand ils n'ont pas un langage fonctionnel, ils sont en veille. Et regardez ici, même quand les lésions sont toutes petites, on voit qu'il y a des troubles de langage très sévères. Donc, les deux phénotypes, ces deux manifestations cliniques, sont présents même chez les patients avec des petites lésions, incluant uniquement les gènes CHAM3, suggérant que ces gènes en est les responsables. Okay? Et dans ces deux autres exemples, je vais finir, il manque peu. Regardez l'autisme, pareil, les enfants qui ont un autisme ou un trouble autistique sont colorés en bleu, et vous voyez que même les petites lésions, la plupart d'enfants sont autistes. Donc, c'est CHAM3 qui explique l'autisme. CHAM3 explique l'autisme de ces enfants, et même des enfants qui ont des lésions plus longues. Il faut aussi savoir que quand les parents disent que l'enfant n'est pas autiste, on ne sait pas s'il a été évalué et on a dit qu'il n'était pas autiste ou il n'a jamais été évalué pour un autisme. C'est ça. J'aurais une question. Oui, elle a été évaluée au CERATour sérieusement sur des tests sérieux. Elle a une grande délétion, donc CHAM3 est touché, mais le diagnostic, pas d'autisme. Super, parce que, comme je vous ai dit, il y a 85% des patients, tous les patients avec PMS n'ont pas CHAM3. Le CHAM3 manque chez tous. Et pourtant, il y a seulement 85% qui sont autistes. Donc, il y a des patients dans notre famille, on les connaît, qui sont très dans la relation et qui ne sont pas autistes. Et donc, c'est ça qu'on appelle variabilité phénotypique.
il y a chez tous, il manque chaque fois, certains sont sévèrement autistes, d'autres pas autistes. Pourquoi? On ne sait pas. C'est pas binaire, c'est pas 0 ou 1. Non, exactement, c'est un gradient. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'autisme, il est associé au champ 3, puisqu'on le retrouve ici chez ces patients, mais pas chez tous. Donc c'est quelque chose quand même qui est variable. Et pareil, l'hypotomie, vous voyez que la plupart des patients de la cohorte ont une hypotomie, même ceux qui ont une petite, et donc pareil, on peut appliquer champ 3 dans ces deux manifestations. Par contre, si on prend les malformations rénales et les malformations cardiaques, vous voyez les contraires de ce que je viens de vous montrer. Regardez qu'aucune des lésions petites a une malformation rénale. Donc les malformations rénales sont colorées en jaune et aucune des lésions petites a une malformation rénale. Ce qui suggère que pour avoir une malformation rénale, il faut avoir d'autres gènes affectés. Soit les gènes il est par ici, vous voyez qu'ici ça commence à devenir beaucoup plus fréquente. Et donc c'est peut-être un autre gène qui est par ici qui explique les anomalies rénales. Et pareil pour les cœurs, vous voyez, aucun de ces patients a des malformations cardiaques. Et donc si on confirme ces résultats, on pourrait dire si votre enfant a une délétion de moins de 3 mégabars, il n'aura pas de malformation cardiaque. Okay? Alors que s'il a une de plus de 3, ce n'est pas qu'il va l'avoir, mais qu'il peut l'avoir. Parce que vous voyez qu'ici, il n'y a pas de malformation cardiaque chez tous. C'est sûrement, c'est certain, mais on peut dire aux parents, il faut étudier parce qu'il y a la possibilité qu'il y ait une malformation cardiaque. Et donc, on pourra vous dire quel type d'exploration il faut faire selon la taille de la lésion, mais nous, ce qu'on espère avec ce type d'études, c'est identifier quels sont les gènes responsables. Le gène ou les gènes responsables des malformations cardiaques, des malformations rénales et d'autres manifestations du syndrome pour pouvoir dire avec beaucoup plus de précision si oui ou non les patients, selon que ces gènes soient inclus ou non dans la lésion, auront ces complications. Voilà. Si vous avez des questions? Vous avez tout compris. Oui. Ça marchait, il y a eu un problème, ça marchait pas. C'est que nous on remplissait et quand on comprenait, c'était très facile. Tout au début. Donc, bon, je dis que force, voilà. Et quand il a été juste mis en. Ah, mais il y a eu quand même un test, il y a eu quand même une période de test. C'était un peu après, mais c'est vrai qu'on retrouvait plus qu'on avait repris. Comme c'est déjà assez laborieux. Mais bon, je vous encourage vraiment parce que vraiment ça marche. On avait envoyé des Et donc répondez les questions et envoyez vos résultats génétiques pour qu'on puisse faire cette analyse. Et là, on l'a fait avec pas mal de patients, mais il nous faut beaucoup plus de patients pour pouvoir répondre vraiment aux questions. Et il faut bien préciser qu'on peut faire petit à petit une soirée. Exactement. C'est pas obligé de répondre tout en même temps, petit à petit, et pour nous c'est très très important. Et je vous rappelle, tout ce qu'on fait c'est pour vous après. Voilà.